également concernant votre père, si vous le permettez, Dominique de Roux, qui était donc également écrivain, mais aussi éditeur, fondateur des éditions de Lerne, et également ami de nombreuses figures littéraires de son époque. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la relation qui unissait votre père à d'autres grands écrivains et animiers? Alors, à d'autres grands écrivains, ça il faudra que vous soyez un peu plus précis dans un instant. Sa relation animée, elle était là, elle est brève, parce qu'ils se rencontrent quelques fois, je ne sais combien de fois, au début des années 60, autour de Céline. Que mon père a décidé de consacrer à Céline deux cahiers de Lerne, et puis il va de soi que, préparant ces cahiers, il ne pouvait qu'aller voir Roger Nimier chez Gallimard pour en discuter avec lui. Et Nimier, normalement, aurait dû d'ailleurs donner une contribution, et il est mort sur sa retraite. Il n'a pas pu écrire cette contribution, mais il l'a mis en contact avec Rebatté et un certain nombre d'autres séminaires importants. Donc la rencontre a eu lieu, et je pense qu'elle n'a pas, cette rencontre n'a pas eu le temps de mûrir. C'est-à-dire qu'ils se sont vus trop vite, Nimier a disparu sur ces entrefaites, et une amitié ou une relation plus profonde n'a pas pu se créer. Mon père a des phrases très injustes, je trouve. Vous avez vu des extraits de son journal que je publie là. Alors, je suis en désaccord total avec lui, mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'âge qu'il avait. Il était un peu cadet, puisqu'il était né en 1935, donc il avait beaucoup de tempérament, et ce tempérament de pamphlétaire en particulier, qu'il avait certainement besoin aussi de se confronter à ses aînés. Et à commencer peut-être par Roger Nimier, d'où ces phrases un peu très injustes et un peu vives, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas pour Nimier, je pense qu'il avait pour Nimier de l'admiration, et en tout cas il l'avait lu attentivement. Alors avec quels écrivains était-il particulièrement lié? À cette date, À cette date, oui, tout à fait. À cette date, il commençait à voir beaucoup Raymond Abellio au début des années 60, et ça va être une amitié pour un aîné, une amitié très importante qui va marquer, qui va beaucoup l'influencer. Je pense que c'est la figure importante de ces années-là. Et puis ensuite, il va y avoir la rencontre avec Ezra Pound, fin 62, qui va marquer d'une façon tout à fait décisive sa vie. Il va y avoir Gombrowicz, il va y avoir Pierre-Jean Jouve. Voilà, ça sont les grandes figures tutélaires, en quelque sorte, qui vont marquer au fer rouge son itinéraire, son propre itinéraire et d'éditeur et d'écrivain. Et puis, dans sa génération, il y a des gens comme Jean-Édouard Nallier, qui va évidemment se brouiller plus tard, et d'une façon terrible. Il y a Gabriel Maznev, il y a Philippe Toussaint Robert, il y a un jeune universitaire qui va jouer un rôle important à ses côtés quand on s'est élaboré les cahiers de Lerne, notamment Céline et Ezra Pound, Michel Beaujour. Voilà, il va y avoir à un moment donné une rencontre, mais qui va tourner court, avec Philippe Solers, qui va devenir son meilleur ennemi. Et puis il va y avoir évidemment des éditeurs aussi. Christian Bourgois, avec qui il va approfondir les éditions du Magno, Vladimir Dmitrievitch, le fondateur de l'Âge d'Homme. Donc il y a toute une constellation qui va se mettre en place dans ces années-là. Et Lerne, avec ses cahiers, sa maison d'édition, vont se constituer autour de lui des groupes qui passent leur temps à se faire et à se défaire. Et avec des brouilles qui s'ensuivent, de nouvelles amitiés qui naissent, et ainsi de suite. Pouvez-vous nous parler un peu plus spécifiquement de la relation entre votre père et Ezra Pound, puisque Pound a été également un écrivain, un poète maudit, banni, qui a été interné pendant des années après la Seconde Guerre mondiale dans une institution psychiatrique qu'on a voulu faire passer pour fou.
Et votre père a été l'un des premiers en France à promouvoir son œuvre et à le faire connaître. En effet, alors, si vous voulez, Pound est un personnage considérable. C'est un des très grands poètes du XXe siècle qui a rénové la poésie anglo-saxonne, qui a eu une influence énorme, notamment sur la Beat Generation, des gens comme Burroughs, Pelliot, Kaufman, Ginsberg. C'est un personnage qui était d'ailleurs passé par Paris au début des années 20, avant de s'installer en Italie, qui, au tournant des années 30, joue la carte du fascisme, veut rencontrer Mussolini, à qui il fait des propositions, parce qu'il avait beaucoup réfléchi à l'économie, par un petit quelqu'un qui s'est toujours beaucoup intéressé à la question monétaire, à l'usure. C'est finalement sur ces questions qu'en quelque sorte il est tombé. Et puis il a, durant la guerre, fait des communications très régulières à Radio Rome. Et c'est à cause de ces communications, où il s'en prenait très violemment aux États-Unis, qu'il a été condamné, arrêté par les Américains et conduit aux États-Unis, où il a passé presque 17 ans dans un asile psychiatrique qui s'appelle Sainte-Élisabeth, près de Washington. Et il a fallu que ses amis, notamment Hemingway, T.S. Eliot, s'agitent énormément pour qu'on parvienne à le faire libérer enfin au bout de 17 ans et qu'il puisse à ce moment-là revenir en Europe, se réinstaller en Italie, poursuivre son aventure poétique avec ce monument qui s'appelle les Cantos et mourir en 72 à Venise. Entre-temps, donc, il y a en effet un écrivain considérable, mais qui, pour des raisons théologiques, va être, comme vous le disiez il y a un instant, banni, traité de fasciste, mis au banc de la communauté intellectuelle, même si les gens, comme je le disais il y a un instant, comme Hemingway, comme Eliot, même des gens plus jeunes comme Ginsberg, comme Burroughs, disent, ou Pasolini, qui avait une très profonde admiration pour lui, manifeste toujours à l'égard de Pound une très grande ferveur. Il n'en demeure pas moins qu'il est un peu oublié dans ces années 60 et qu'en France, même s'il a très bien connu Cocteau et Morand dans les années 20, et qu'il a joué un rôle d'intercesseur considérable, parce que Pound, c'est pas uniquement un très grand poète, c'est aussi quelqu'un qui a aidé, soutenu des écrivains aussi considérables qu'Hemingway, Eliot ou Joyce. Donc c'est à la fois un homme qui écrit, mais c'est aussi quelqu'un qui reconnaît très vite, avec une sorte de génie prodigieux, le talent des autres, et qui sait le faire fructifier, qui sait lire d'une façon si intense et admirable qu'il peut, voilà, dire à Eliot que tel poème mérite d'être touché, ou suggérer lui-même tel ou tel amendement. Je crois que c'est Cummings qui disait Pound est à la poésie ce que Einstein est à la physique. Cummings, autre grand poète américain. Donc en France, au début des années 60, il est quasi inconnu. Il y a une petite plaquette qui est sortie chez Pierre-Jean Oswald, dans une traduction de l'Aubiès, quelques morceaux de Cantos, et ça s'arrête là. Mon père tombe sur cette plaquette, je ne sais plus par quel ami, qui lui dit regarde ça, et il est absolument saisi par ces quelques poèmes traduits en français. Et à partir de là, il ne va. Son but va être de rencontrer Pound et de faire en sorte qu'il soit enfin connu en France. D'où le projet des deux cahiers de l'air qui se mettent à ce moment-là sur pied, d'où la publication dans la foulée de Comment lire, de l'ABC de la lecture et d'un certain nombre d'autres textes et des cantos pisans. Et dès lors, il va aller à sa poursuite en Italie, à Venise, à Brunenburg, dans le Haut-Tyrol, et une amitié va naître entre ces deux hommes. Évidemment, il y a une très grande différence d'âge, mais voilà, il y a à la fois un respect, une amitié profonde qui va les unir, et puis un travail considérable qui va s'accomplir. Ces cahiers vont paraître
en France, le premier en 65, le second en 66. Mon père fait venir Pinde après 40 ans d'absence à Paris, où il est accueilli d'une façon assez extraordinaire. Et beaucoup de gens à ce moment-là veulent le voir. Michaud désire le rencontrer. Il y a un déjeuner qui est organisé chez lui autour de mon père, de Pinde, de Michaud, dans ces années-là. Voilà, Pinde retrouve en même temps à cette occasion ce Paris des années 20 qui avait été si important pour lui. Donc, réévaluation, découverte et réévaluation d'un très grand écrivain. Et c'était ça, les cahiers de Lerne. Quand mon père conçoit ces cahiers, qui sont des choses très nouvelles à l'époque, c'est certainement pas pour aller consacrer une gloire accomplie. C'est précisément pour rebattre les cartes et faire en sorte qu'on réévalue la bibliothèque. Changer la bibliothèque. C'était ça, Lerne. Aujourd'hui, c'est devenu quoi, Lerne? C'est devenu quelque chose de parfaitement académique. Quand on voit que les cahiers de Lerne qui paraissent aujourd'hui sont consacrés à Marguerite Duras ou Jacques Derrida, c'est grotesque. Et c'est une trahison complète de l'esprit des cahiers de Lerne. Les cahiers de Lerne n'ont pas été créés pour devenir académique. C'est devenu finalement une académie. C'était évidemment tout le contraire. Donc trahison absolue d'une aventure qui aujourd'hui ne veut plus rien dire. Au départ, dans ces années 60 et jusqu'au milieu des années 70, Lerne, c'est une volonté de changer la bibliothèque et de réévaluer les choses et de faire lire des écrivains qui, pour des raisons idéologiques ou pour des raisons plus mystérieuses encore, finalement sont restés de côté, ont été marginalisés. Et là, on rebat les cartes comme les surréalistes avaient pu le faire 30 ans plus tôt. Et aujourd'hui, on a l'impression que cet esprit est le vôtre, au sein de votre maison d'édition, les éditions Pierre-Guillaume de Roux, je le rappelle, puisqu'un article du Point vous a récemment nommé l'éditeur du diable. Oui. Alors comment prenez-vous ce titre? Est-ce un sacrement? Est-ce une sorte de médaille à agrafer au revers de votre veste? Ou au contraire, est-ce une abomination? Non, c'est pas ça m'a plutôt amusé, c'est un slogan. Il faut toujours, je crois, des slogans. Donc effectivement, comme j'ai publié Roger Millet, comme j'ai publié Richard Millet, Jacques Vergès, Dominique Vénère, Alain de Benoît, alors immédiatement on considère que je suis l'éditeur du diable, je suis un danger, parce que il semblerait que ce soit un grand éditeur qui ait dit au journaliste qui m'a consacré ces lignes durant un déjeuner que j'étais quelqu'un d'extrêmement dangereux, que j'étais véritablement le diable en personne, grand bien de lui fasse. Voilà, mais ce qui est un peu étonnant dans cette affaire, c'est qu'on essaie toujours de vous enfermer dans une problématique extrémiste, alors que si ces gens regardaient à peu près le catalogue, qui a déjà maintenant plus de 100 titres, il est vrai que j'ai sans doute publié peut-être plus d'auteurs de gauche que de droite, en tout cas des gens extraordinairement variés, venant d'horizons extraordinairement différents, et que moi ce qui m'importe c'est le talent, et c'est pas de savoir ce que pense un tel, de savoir s'il est engagé dans tel ou tel camp, ça c'est tout à fait secondaire. Ce qui m'importe c'est leur talent, d'où qu'ils viennent. Et ça c'est assez difficile, semble-t-il, à comprendre dans une période où l'idéologie pèse d'une façon terrible. Et c'est vrai, en même temps, ça peut peut-être s'expliquer par le fait que, justement, aujourd'hui, la sphère littéraire est un peu sclérosée et que, justement, l'idéologie qu'on peut qualifier de gauche c'est un peu répandu partout. Donc, le fait, ne serait-ce que d'éditer quelques éditeurs de droite, quand bien même ce serait au milieu de beaucoup d'autres auteurs de gauche, ça suffit à braquer les projecteurs. Et on ne cite que ces 4 ou 5 auteurs. Et pour en revenir très brièvement à votre père, mais justement pour rester sur votre activité d'éditeur, est-ce que vous pourriez évoquer les raisons qui vous ont poussé vous-même à vous lancer dans l'édition? Est-ce que c'est une forme
reprise du flambeau par rapport à votre père et quel a été aussi le rôle qu'a joué justement le passé de votre père dans la façon qu'aujourd'hui vous avez de concevoir votre propre métier, ce genre de... Non, que c'était pour moi une manière de reprendre le flambeau, certainement. J'ai toujours voulu faire ce métier. J'ai baigné dans cette atmosphère depuis mon tout jeune âge. J'ai vécu dans l'herbe, si je puis dire. Dès que j'ai été conscient, finalement, j'ai vu peindre à la maison, je voyais surgir Pierre Jean-Joux ou Julien Gracq. Et l'Erne, c'était peut-être le mot que j'entendais répéter le plus souvent au long des journées qui s'écoulaient rue de Bourgogne. Donc oui, je suis né dans ce chaudron-là, et ça m'a marqué d'une façon à jamais, d'une façon extrêmement profonde. Donc, je sais que très très vite, il s'est imposé à moi que je ferais ce métier. Voilà, cette passion était née. Elle m'a été insufflée évidemment par mon père, que j'ai perdu très tôt, puisque j'avais 14 ans quand il est mort. Mais il a eu le temps de me transmettre sans doute ce sceptre-là et cette passion-là. Et perdre son père à 14 ans, et constatant que celui-ci a 41 ans, donc, évidemment, c'est un destin brisé. Il n'a pas pu accomplir tout ce qu'il aurait dû accomplir. Sans doute ai-je eu envie aussi de reprendre le flambeau pour poursuivre une aventure qu'il avait initiée et qu'à ma manière, bien entendu, je poursuis. Il y avait certainement ce désir-là aussi. Regardez, aujourd'hui je publie Antheil et le traité d'harmonie des Rapindes, dont les premiers extraits sont sortis en 65 dans le cahier de l'Erne numéro 2. Et bien, voilà, 50 ans plus tard, j'offre l'édition enfin intégrale de ce Antheil et le traité d'harmonie. C'est une manière de poursuivre un travail commencé il y a déjà longtemps. Et à moins de... Mais il y en a d'autres. Et puis, par ailleurs, moi, je veux aussi continuer à découvrir des auteurs, de jeunes auteurs, et à les suivre et à les défendre. Mais certainement dans un esprit de passion pour la littérature que m'a insufflé mon père. Il n'y a pas une journée sans je pense à lui et à ce qu'il a accompli. C'est vrai qu'il m'accompagne tous les jours. Et à moins de monter sa propre structure, sa propre maison d'édition, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de produire, d'éditer de la littérature insolente dans les grandes maisons institutionnelles? Non. Vous avez raison de me poser cette question, parce que je pense que si, au moment où je quitte l'édition du Rocher, il y a deux options qui s'ouvrent à moi, où j'essaie de revenir dans une maison ayant pignon sur rue, un groupe, etc., ou précisément je me lance dans une aventure, à nouveau dans une aventure personnelle. Et là, je me suis bien posé la question que vous soulevez. Est-il encore envisageable dans un grand groupe, dans une maison institutionnelle, de pouvoir publier librement un certain nombre d'ouvrages? Je crois que c'est impossible. Je crois que c'est fini. Je crois d'ailleurs qu'il suffit de regarder l'état des choses. Quand vous ouvrez le catalogue des maisons ayant pignon sur rue, vous constatez quoi? Finalement, elles publient toutes les mêmes types de livres. On est dans une forme d'uniformisation, où on ne veut plus prendre le moindre risque, et où là encore, une forme d'idéologie pèse, et même sur le roman, de telle façon qu'on ne voit surgir qu'un certain type de fiction, un certain type d'essai, et que c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut recréer un lieu d'ouverture, un lieu aussi d'engagement. Et là, j'ai beaucoup pensé à la table ronde de Roland Ladenbach, qui a, à mes yeux, incarné pendant très longtemps, justement, cette forme à la fois d'ouverture aux autres, d'ouverture au monde, de liberté d'esprit, tout en étant une maison qui manifestait des engagements, qui avait véritablement, Ladenbach était un homme de grande conviction, mais qui en même temps publiait des gens venant d'horizons extraordinairement divers. Mais c'était un pôle plutôt marqué à droite, la mienne aussi, mais c'était un vrai pôle de liberté. Je pense qu'on a besoin, que cette maison, j'aimerais qu'elle incarne justement un vrai lieu de liberté et d'échange et de débat. Comment choisissez-vous les ouvrages à éditer? Quel est votre curseur? Vous savez, là encore, j'ai envie de vous répondre toujours ce qui m'apparaît comme un talent nouveau.
comme un ton, un timbre, quelque chose de neuf qui résonne d'une façon différente. Aussi, hein, et je pense que c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans la musique des mots, dans le style. Donc ce qui m'importe, c'est vrai, dans un livre, et c'est quelque chose qui a l'air de beaucoup se perdre, c'est le style. Je crois qu'un écrivain s'incarne d'abord par un style, par un ton qui n'appartient qu'à lui, et que c'est ce qu'il faut rechercher, continuer certainement à rechercher. Et qu'aujourd'hui, on va plutôt vers une absence de style, vers des phrases très courtes, vers quelque chose de gris, d'uniforme, de facile, d'accessible, et qui n'a plus rien à voir avec ce que peut incarner un écrivain, c'est-à-dire un univers, mais qui passe d'abord par un ton, une musique. C'est ce que je continuerai inlassablement à rechercher à travers les auteurs que j'ai découverts, que je continuerai à découvrir, mais aussi du côté des essais, du côté des biographies. Là aussi, je pense qu'il faut emprunter des sentiers et débroussailler. Et un mot trop sur souvent, pardon ? Un mot sur vos dernières publications peut-être, notamment sur un ouvrage consacré à Jean d'Ormesson. Ah, mais voilà, c'est un bon exemple. D'Ormesson est devenu un personnage institutionnel, membre de l'Académie française, une espèce de référence incontournable, très bien. Mais tout d'un coup, on apprend qu'il entre dans la Pléiade. Je trouve ça étrange. Je crois qu'il y a des priorités. Je ne crois pas que d'Ormesson soit le premier écrivain français vivant qui s'impose pour entrer dans la Pléiade. Et vous vous souvenez il y a 15 ans, 20 ans, il avait été question de faire entrer en Bazin dans la Pléiade. Et là, il y a eu une levée de bouclier. Bernard Franck, toujours, avait réagi dans le Matin de Paris très vivement, à travers des feuilletons très drôles d'ailleurs, mais pour dire que tout ça n'avait pas de sens. Qu'il fallait raison garder et avoir à l'esprit un certain nombre de hiérarchies. Bazin a certainement sa place dans les lettres, mais encore une fois, à une certaine place. D'Ormesson a certainement sa place dans les lettres, mais encore une fois, à une certaine place. Puis tout d'un coup, comme si de rien n'était, et comme si c'était tout à fait naturel, on nous annonce qu'il entre dans la Pléiade. Là encore, ayant le sens des hiérarchies, donc quand quelque chose comme ça se produit, il est bon de réagir, non pas méchamment, mais avec, j'espère, esprit, drôlerie. Romaric Sangarde donc publie ce petit pamphlet qui va s'intituler il y a les gens d'Ormesson. Tout d'un coup, le titre m'échappe à l'instant. Pour remettre en place la gueule de la littérature française. C'est une façon de donner, voilà, c'est la fausse note. C'est une façon de réagir, alors qu'à l'évidence, tout le monde va y aller de son encensement. Ça va être l'embaumement général. Eh bien, c'est notre façon de dire réagissons, montrons que non, il faut pouvoir là, avec l'humour, avec l'esprit, dire que ce n'est peut-être pas tout à fait évident et acceptable. Et justement, s'agissant de la littérature pamphlétaire, vous disiez que ce serait plus un pamphlet sur le ton de la drôlerie plus que de la méchanceté, même si les deux ne sont pas forcément incompatibles. Non, mais en plus, la tradition pamphlétaire, c'est une vieille tradition française. Voilà, mais on a l'impression que là aussi, l'esprit du pamphlet est devenu problématique. Est-ce que justement, c'est pas totalement en train de se perdre? Est-ce qu'il n'y a pas Moi, je voudrais justement de plus en plus de mots qui sont interdits, que justement on rejette de plus en plus la méchanceté sous prétexte que ça pourrait blesser certaines personnes. Enfin, il y a toute une espèce de carcan idéologique qui aujourd'hui apparaît comme voulant limiter les terrains sur lesquels peuvent s'exprimer la littérature. On est dans une époque très consensuelle, à la fois violente, si on n'est pas dans la doxa, si on ne rejoint pas en gros le pouvoir, le petit pouvoir parisien médiatique qui détient ou qui veut toujours détenir le pouvoir intellectuel. Donc, si on ne participe pas à cette doxa, on est impitoyablement rejeté, marginalisé.
Et du coup, on a affaire à des gens qui ont peur et qui donc restent dans une forme de consensus. Et on ne touche pas à un certain nombre de gens parce qu'ils sont entrés ils sont devenus institutionnels, ils sont entrés dans des cases, il faut les vénérer, il faut en dire du bien, il faut surtout ne pas faire la moindre réserve, la moindre critique. Dormesson fait partie de ces gens-là. Et tout à l'heure, vous disiez je pense qu'il est sain, il est nécessaire, là encore, d'y aller de son coup d'épée et de faire un peu bouger les choses. Et de dire que ça mérite débat, qu'il faut un échange, on ne peut pas rester là, béat, en disant que tout est formidable. C'est certain. Il faut faire bouger les lignes. Mais justement, tout à l'heure... La Pléiade d'Ormesson, ça a l'air anecdotique, mais ça ne l'est pas. Et là encore, il faut réagir. Oui, puis parfois c'est dans les petits détails que se situent les véritables significations. Il faut réagir, mais sans être, en étant insolent, sans être méchant et venimeux ou tomber dans de basses attaques. Ça n'est pas notre propos. Et tout à l'heure, vous disiez que le style a de plus en plus tendance à se perdre, et justement, ça amène une de nos dernières questions. Mais comment est-ce que vous, en tant qu'éditeur, vous voyez l'avenir de la littérature française ? Est-ce que, d'après vous, ce mouvement selon lequel le style se perd de plus en plus est inéluctable et votre activité constitue plus une espèce de baroud d'honneur qui consisterait à jeter les derniers pavés dans la mare possible ? Ou est-ce que vous nourrissez encore une certaine forme d'espérance? Non, moi j'ai encore une vraie forme d'espérance. Je pense qu'il y a d'excellents écrivains français aujourd'hui. Toute la question, c'est qui sont de vrais stylistes, qui ont un véritable univers. Mais la question qui se pose, c'est comment faire en sorte, dans ce monde formidablement consensuel et conformiste, comment faire en sorte qu'il soit lu. Et parce que pour qu'il soit reconnu, il faut d'abord qu'il soit lu. Donc il faut d'abord que ce qu'on appelle la critique fasse l'effort d'aller y voir, fasse l'effort d'aller à la découverte. Or, on a de moins en moins affaire à des gens qui ont cette curiosité. Et c'est tout le problème, à mon avis, de notre problème aujourd'hui. C'est qu'on ne parle que de quelques... On tourne en rond. On tourne en rond parce qu'on est dans un jeu de pouvoir. Que finalement, on est écrasé par le pouvoir des grandes maisons d'édition qui, elles, ont la puissance nécessaire à imposer des auteurs, mais qui sont souvent pas les meilleurs, souvent les plus consensuels, parce que à la source il y a de l'argent à faire et qu'on se dit que ce sont ceux-là qui trouveront plus facilement leur public, et du coup les plus originaux, les plus talentueux sont souvent invisibles. Moi, c'est ma difficulté avec Anne-Sophie You, parce que nous sommes deux dans cette maison, c'est notre difficulté, c'est comment parvenir à faire en sorte que ces auteurs auxquels nous croyons soient véritablement lus. Comment faire en sorte que ce message puisse être transmis, puisque on est dans cette espèce de tourniquet où on ne parle jamais que des mêmes. On se passe le mot et il y a toujours 10-15 auteurs qui tout d'un coup surgissent. Souvenons à la rentrée littéraire en règle générale. Alors il y en a 15 là qui sortent du lot, qui sont poussés pour des raisons mystérieuses et qui vont étouffer tous les autres. Et ça se renouvelle 3 ou 4 fois par an. Et malheureusement, dans ce jeu-là, les libraires sont aussi partie prenante. Et ils sont peu nombreux à sortir des sentiers battus pour découvrir. Alors une petite question. Mais je suis sur le fond, je pense qu'il y a toujours d'excellents écrivains. Ils sont là, mais ils ne sont pas lus, peu lus. Et est-ce que vous pourriez en citer quelques-uns justement, de se faire un conseil de lecture? Mais par exemple, malheureusement il vient de mourir, mais Philippe Cobet, un premier roman que nous avions publié il y a 2 ou 3 ans, au début de notre aventure éditoriale, ça s'appelle Dans un autre temps. C'est à mon avis un premier roman exceptionnel, vraiment, et des jeunes mais qui a été lu par 350 personnes, hélas. Connaissez-vous aujourd'hui des jeunes auteurs buissonniers qui s'inscriraient justement dans cette tradition que nous évoquions précédemment? Oui, mais par exemple, on a
publié à la rentrée Au plus fort de la bataille de Jean-François Roseau. Il me semble, je ne sais pas si vous l'avez repéré ce livre, mais il me semble que c'est quelqu'un qui peut tout à fait s'inscrire dans cet esprit. C'est un grand lecteur de Céline, et c'est un bretteur à sa manière aussi. Donc oui, il y a d'excellents jeunes écrivains, ils sont là, mais vous parliez de transmission par rapport au Hussard au début de la conversation. Il y a aussi maintenant un vrai problème de transmission pour faire découvrir ces nouveaux auteurs qui sont là, mais encore faut-il les regarder, encore faut-il ouvrir leurs livres. Merci beaucoup Pierre-Guillaume Deroux. Merci à vous.